L'invitation de mariage est restée sur le comptoir de ma cuisine pendant 3 semaines avant que je ne puisse me résoudre à l'ouvrir. Pas parce que je ne voulais pas célébrer le mariage de mon fils, mais parce que je savais ce que l'ouverture de cette enveloppe signifiait. Cela signifiait affronter le fait que Théo partait vraiment pour rejoindre une famille qui possédait tout ce que je n'avais jamais pu lui donner. Je m'appelle Jean-Pierre Moreau. J'ai 52 ans. Et au cours des 28 dernières années, j'ai travaillé comme superviseur de maintenance à l'usine métallurgique du Rhône. Ce n'est pas un travail prestigieux. Je répare des machines cassées, je dirige une équipe de 6 hommes de valeur, et je m'assure que les lignes de production continuent de fonctionner. Je pointe à 6 heures du matin chaque jour, tout comme je le fais depuis que Théo a 2 ans et que sa mère a franchi la porte sans se retourner. Ce matin-là, elle est partie. Isabelle n'a même pas fait de valise. Elle a juste pris son sac à main, m'a regardé alors que je tenais notre fils endormi, et a prononcé 5 mots qui allaient définir les 3 décennies suivantes de ma vie: je ne peux plus faire cela. Les papiers du divorce sont arrivés par courrier 2 semaines plus tard, accompagnés de documents de garde qui m'accordaient les pleins droits parentaux. Elle ne voulait pas de garde partagée, elle ne voulait pas de droit de visite. Elle voulait s'en aller complètement et de manière permanente. Ainsi, je suis devenu à la fois mère et père pour un garçon de 2 ans tout en travaillant à plein temps dans une usine qui payait juste assez pour nous maintenir à flot. J'ai appris à cuisiner des gratins de pâtes de 50 manières différentes. Je suis devenu un expert pour rapiécer des pantalons déchirés et pour enlever des taches de feutre sur les murs. Je me suis appris à tresser les cheveux pour le jour de la photo de classe parce que Théo insistait sur le fait qu'il voulait ressembler à la sœur de son ami. J'étais très mauvais pour cela, mais Théo portait fièrement ses tresses de travers. L'invitation de mariage était faite de papier cartonné lourd et coûteux avec des lettres en relief. La fiancée de Théo, Vanessa de Saint-Benoît, venait de l'argent du vrai argent. Son père, Charles de Saint-Benoît, possédait Saint-Benoît et Associés, un cabinet d'avocats prestigieux du centre de Lyon. Sa mère, Béatrice, détenait un doctorat en économie et enseignait à l'université. Vanessa elle-même avait été diplômée avec les félicitations du jury d'une grande école de commerce et était déjà sur la voie pour devenir associée dans le cabinet de son père à l'âge de 26 ans. Et puis il y avait moi, baccalauréat en poche, superviseur d'usine, élevant un fils dans un appartement de 2 chambres situé au-dessus de la quincaillerie de Monsieur Bernard. Théo avait rencontré Vanessa il y a 3 ans lorsque sa petite entreprise technologique en démarrage avait eu besoin de conseils juridiques. Il avait construit cette entreprise à partir de rien, codant dans notre salon nuit après nuit pendant que je lui apportais du café et des sandwichs. Il était brillant, mon garçon. Il a réussi ses études à l'Institut universitaire de technologie puis à l'université grâce à des bourses et à sa détermination. Tout ce qu'il avait accompli, il l'avait gagné par lui-même. Je savais ce que la famille de Vanessa pensait de moi. Théo l'avait mentionné avec précaution, essayant d'adoucir le choc. Papa, juste pour que tu le saches, les Saint-Benoît sont plutôt conventionnels. Ils accordent beaucoup d'importance au titre et à l'éducation. Ne les laisse pas t'atteindre, d'accord? Le mariage avait lieu au domaine du Grand Chêne, le genre d'endroit que je n'avais vu que dans les magazines, un manoir tentaculaire avec des jardins entretenus, une salle de bal avec des lustres en cristal, et une liste d'invités qui ressemblait à un répertoire des professionnels les plus prospères. J'ai loué un costume qui n'était pas tout à fait à ma taille, acheté de nouvelles chaussures qui me pinçaient les pieds, et j'ai conduit ma vieille camionnette de 15 ans jusqu'au lieu de la réception. Quand je suis arrivé à la salle de réception, une jeune femme avec un porte-bloc m'a dirigé vers mon siège. Votre nom, s'il vous plaît? Jean-Pierre Moreau. Je suis le père du marié. Elle a parcouru sa liste, a trouvé mon nom et m'a conduit à une table près de l'arrière. Pas à la table d'honneur où Théo se trouverait pas même près de l'avant. Ma table était positionnée derrière une colonne décorative, partiellement cachée des festivités principales. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Les autres invités à ma table étaient assez sympathiques, des ouvriers d'usine que j'avais invités, mon frère Denis et sa femme Suzanne, et ma voisine Madame Morel, qui avait gardé Théo quand il était jeune. Nous étions la section des cols bleus, isolée des avocats, des médecins et des cadres d'entreprise qui remplissaient les tables près de l'avant. La cérémonie était magnifique. Théo était élégant dans son smoking, ses yeux brillants de bonheur alors que Vanessa descendait l'allée dans une robe qui coûtait probablement plus cher que ce que je gagnais en 6 mois. J'ai pleuré en le regardant prononcer ses vœux, me rappelant le petit garçon qui grimpait dans mon lit pendant les orages, qui me fabriquait des cartes pour la fête des pères avec des bonshommes allumettes et trop de colle. Mais c'est lors de la réception que tout s'est effondré.
La salle de réception était magnifique, des tables rondes drapées de linge ivoire, des centres de table composés de roses blanches et d'orchidées, et des couverts avec plus de fourchettes et de cuillères que je ne savais en utiliser. À la table d'honneur, Théo et Vanessa étaient entourés du cortège nuptial, tous riant et portant des toasts avec du champagne provenant de bouteilles dont je ne pouvais pas prononcer le nom. J'ai trouvé ma place à la table 14, dissimulée derrière cette colonne, et c'est là que je l'ai vue. Chaque couvert avait un porte-nom des cartes élégantes avec de la calligraphie annonçant chaque invité. La plupart indiquaient des choses simples, Dr Richard de Saint-Benoît, pour l'oncle de Vanessa, juge Béatrice Robert, pour un ami de la famille, directeur Jean-Marc Vallet, pour l'un des collègues de Charles de Saint-Benoît. Mon porte-nom se trouvait devant moi comme une gifle au visage. On pouvait y lire « Jean-Pierre Moreau, ouvrier de maintenance peu instruit. Faux papa ». J'ai fixé ces mots, les lisant encore et encore, mes mains commençant à trembler. Peu instruit. Faux papa. Quelqu'un avait spécifiquement demandé ce porte-nom. Quelqu'un avait payé pour que ces mots soient imprimés. Quelqu'un avait décidé que c'était ainsi que je devais être identifié au mariage de mon propre fils. Jean-Pierre, qu'est-ce que c'est que cela? Mon frère Denis regardait le porte-nom avec une colère grandissante. As-tu vu ce qu'ils ont mis sur ta carte? Madame Morel l'a ramassé, son visage devenant rouge. C'est honteux. Absolument honteux. Qui ferait une chose pareille? J'ai regardé vers la table d'honneur. La mère de Vanessa, Béatrice de Saint-Benoît, observait notre table avec un sourire qui ne pouvait être décrit que comme satisfait. Elle s'est penchée pour murmurer quelque chose à son mari, Charles, et ils ont tous deux regardé dans ma direction. Charles a levé légèrement son verre de champagne, un toast moqueur. Près d'eux se tenait le frère de Vanessa, Amaury de Saint-Benoît, un avocat d'affaires qui avait clairement fait comprendre dès notre première rencontre qu'il trouvait mon existence amusante. Il montrait ma table du doigt, disant quelque chose aux invités autour de lui. Ils se sont tous tournés pour regarder, et plusieurs d'entre eux ont ri. « Jean-Pierre, nous devrions partir, » a dit Denis en posant sa main sur mon épaule. « Tu n'as pas à supporter cela. » Mais je ne pouvais pas bouger. Je restais assis là à fixer ce porte-nom, sentant chaque insécurité que j'avais enfouie pendant 28 ans remonter à la surface. Les nuits où je m'étais couché affamé pour que Théo puisse se resservir au dîner. Les fois où j'avais porté les mêmes bottes de travail usées pendant 3 ans parce que Théo avait besoin de nouveaux vêtements pour l'école. Les réunions parents-enseignants où les autres pères se présentaient en costume alors que je venais directement de l'usine, mes mains encore tachées de graisse de machine. J'avais pensé que mes sacrifices comptaient. J'avais pensé qu'élever Théo, l'aimer, être présent pour chaque genou écorché, chaque mauvais rêve et chaque moment de fierté faisait de moi son vrai père. Mais pour ces gens, je n'étais qu'un ouvrier de maintenance peu instruit, et, pire encore, un faux papa. L'insulte me blessait plus profondément que tout ce qu'Isabelle avait fait en nous abandonnant. Au moins, elle avait été honnête sur le fait de ne pas vouloir être mère. Ces gens me disaient que tout ce que j'avais donné à Théo pendant 28 ans ne comptait pas parce que je n'avais pas les bons titres, le bon travail ou les bons antécédents. Je dois sortir d'ici, ai-je dit calmement, en me levant. Papa, attends. La voix de Théo a traversé le bruit de la réception. Je me suis tourné pour le voir marcher vers moi, et j'ai réalisé qu'il avait vu le porte-nom. Son visage était pâle, sa mâchoire serrée par une émotion que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Théo, je suis désolé, ai-je dit rapidement. Je ne veux pas gâcher ton mariage. Je vais simplement rentrer à la maison. Il a regardé le porte-nom dans ma main, puis ses nouveaux beaux-parents à la table d'honneur. Béatrice de Saint-Benoît nous observait toujours avec ce sourire satisfait. Charles s'était remis à sa conversation avec un juge, nous ignorant déjà. Théo a pris le porte-nom de ma main et l'a lu lentement. Quand il a levé les yeux, ils étaient remplis de larmes. Papa, rentrons à la maison. Quoi? Non, Théo. C'est ton mariage. Tu ne peux pas quitter ton propre mariage. Regarde-moi bien. Il s'est tourné vers la table d'honneur et a haussé la voix. Vanessa, nous devons parler. Maintenant. La réception est devenue silencieuse. 300 invités ont cessé de manger, de boire et de parler, tous les regards se tournant vers nous. Vanessa s'est levée lentement, la confusion se lisant sur son visage. Théo, qu'est-ce qui ne va pas? Il a brandi le porte-nom. Étais-tu au courant de cela? L'expression de Vanessa est passée de la confusion à la compréhension, puis à l'horreur. Oh mon Dieu, Théo. Je ne l'étais pas.
Je jure que je ne savais pas, mais ta mère le savait. La voix de Théo était froide maintenant, une fureur contrôlée remplaçant le choc initial. N'est-ce pas? Béatrice de Saint-Benoît s'est levée, son sourire ne faiblissant jamais. Théo, chéri, il n'est pas nécessaire de faire une scène. C'est juste une petite plaisanterie. Un peu d'humour pour détendre l'atmosphère. Une plaisanterie? La voix de Théo a monté. Vous avez traité mon père de faux. Vous avez insulté l'homme qui m'a élevé, qui a tout sacrifié pour moi, qui m'a appris ce qu'est le véritable amour et le véritable engagement. Charles de Saint-Benoît s'est raclé la gorge. Allons, mon garçon, soyons raisonnables. Nous avons payé pour ce mariage. Nous t'avons accueilli dans notre famille. Tout ce que nous avons fait, c'est reconnaître certaines vérités concernant les origines et l'éducation. Des vérités? Théo a ri, un son amer que je n'avais jamais entendu de sa part. Vous voulez parler de vérité? Voici la vérité, mon père a travaillé 60 heures par semaine pour me garder un toit au-dessus de la tête. Il a appris à cuisiner parce que j'avais des allergies alimentaires et que nous ne pouvions pas nous offrir les services d'un diététicien. Il a appris l'algèbre et la trigonométrie par lui-même avec des vidéos sur YouTube pour pouvoir m'aider dans mes devoirs. Il n'a jamais manqué une seule réunion par an enseignant pas une seule même lorsque cela signifiait perdre son salaire au travail. Il a marché vers la table d'honneur, sa voix résonnant dans la salle de réception silencieuse. Et savez-vous quelle est la véritable vérité? Mon père a fait tout cela sans diplôme universitaire, sans argent familial, sans aucun des avantages que vous considérez comme acquis. Il l'a fait parce qu'il m'aimait. Parce qu'il m'a choisi. Parce qu'être père n'est pas une question de biologie, de titre ou de statut social. C'est une question d'être présent chaque jour, peu importe la difficulté. Vanessa pleurait maintenant. Théo, je suis tellement désolé. Je ne savais pas qu'ils allaient faire cela. Peut-être pas toi, a dit Théo, sa voix s'adoucissant légèrement. Mais ta famille l'a fait, et ils ne respectent clairement pas la personne que je suis ni d'où je viens. Il s'est tourné vers moi. Papa, je pensais ce que j'ai dit. Rentrons à la maison. Théo, je t'en prie, ai-je dit doucement. Ne jette pas ton mariage pour cela. Nous pourrons en parler plus tard. Il n'y a rien à discuter plus tard. Il a enlevé sa veste de smoking et l'a posée sur une chaise. Ces gens viennent de me montrer exactement qui ils sont, et je ne vais pas passer ma vie à m'excuser pour le fait que mon père est le meilleur homme que j'ai jamais connu, indépendamment de son niveau d'éducation ou de son titre professionnel. Amaury de Saint-Benoît s'est levé, le visage rouge. Tu fais une erreur, Théo, en t'éloignant de cette famille, de ces relations. As-tu la moindre idée de ce que nous pouvons faire pour ta carrière? Je ne veux rien de ce que vous pouvez faire pour ma carrière, a dit Théo d'un ton plat. J'ai construit mon entreprise moi-même. Je continuerai à la construire moi-même. Théo avait encore beaucoup de choses à dire, mais je dois vous dire ce qui s'est passé ensuite. Si vous trouvez de la valeur dans cette histoire, si elle vous fait réfléchir différemment sur ce qui compte vraiment dans la vie, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton d'abonnement. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où quelqu'un vous a sous-estimé, vous ou quelqu'un que vous aimez. Et donnez un j'aime à cette vidéo pour que plus de gens puissent entendre l'histoire de Théo. Et rappelez-vous que la valeur ne se mesure pas en diplôme ou en compte bancaire. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé à ce mariage. Théo s'est approché de l'endroit où je me tenais et m'a pris par le bras. Viens, papa. Nous partons. Théo, non, a dit Vanessa, descendant de la table d'honneur. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Nous pouvons arranger cela. J'obligerai mes parents à s'excuser. Nous pouvons leur demander de retirer cet horrible porte-nom. Ce n'est pas seulement à propos du porte-nom, Vanessa, a dit Théo, et je pouvais entendre la douleur dans sa voix. C'est à propos de ce qu'il représente. Ta famille méprisera toujours mon père. Ils le verront toujours comme inférieur, comme quelque chose dont on doit avoir honte, et je ne vivrai pas ma vie en prétendant que c'est acceptable. Charles de Saint-Benoît a pris un ton froid. Si tu sors d'ici, Théo, tu jettes bien plus que ce simple mariage. Tu jettes ta femme, ton avenir avec cette famille, et potentiellement tes relations d'affaires. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine pour quelques sentiments blessés? Théo a regardé son nouveau beau-père avec quelque chose de proche de la pitié. Monsieur de Saint-Benoît, le fait que vous puissiez poser cette question me dit tout ce que je dois savoir sur vos valeurs. Oui, cela en vaut la peine. Mon père en vaut la peine.
Il en a toujours valu la peine. Nous sommes sortis ensemble, Théo toujours dans sa tenue de mariage sans la veste, moi dans mon costume de location mal ajusté. Derrière nous, 300 invités sont restés assis dans un silence de stupeur. Je pouvais entendre Vanessa pleurer. Je pouvais entendre la voix tranchante de Béatrice de Saint-Benoît commençant à réécrire l'histoire. Je pouvais entendre les murmures commencer. Sur le parking, Théo s'est tenu près de mon vieux camion et a ri. Il a vraiment ri. Tu sais quoi, papa? Je ne me suis jamais senti aussi sûr de moi de toute ma vie. Théo, tu viens de quitter ton propre mariage. Je sais. Il a regardé le ciel du soir. Et j'ai l'impression que c'est la première chose honnête que j'ai faite depuis des mois. Nous sommes retournés à mon appartement au-dessus de la quincaillerie de Monsieur Bernard, tous les deux silencieux. Je m'attendais à tout moment à ce que Théo regrette sa décision, qu'il réalise ce qu'il avait perdu. Mais quand nous sommes rentrés à la maison et que j'ai préparé du café comme je l'avais toujours fait dans mon vieux percolateur qui mettait une éternité mais faisait le meilleur café, Théo s'est assis à notre petite table de cuisine et a souri. C'est ici, a-t-il dit en regardant autour de l'appartement exigu où je l'avais élevé. Ici, cela a toujours été chez moi. Pas ce manoir, pas cette salle de réception. Cet endroit, avec toi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je revoyais sans cesse la réception, le porte-nom, le discours de Théo, notre départ. Je pensais à Vanessa en pleurs, à ce mariage qui s'était terminé avant même d'avoir vraiment commencé. Je pensais aux conséquences que Théo devrait affronter pour m'avoir choisi plutôt que la famille de Saint-Benoît et ses relations. Mais surtout, je pensais à ce qu'il avait dit, être père n'est pas une question de biologie, de titre ou de statut social. C'est une question d'être présent chaque jour. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de mon téléphone. Il était 6 heures du matin et je devais être à l'usine, mais je m'étais déclaré malade pour la première fois en 5 ans. Le numéro était inconnu. Monsieur Moreau, ici Juliette Martin de chez Saint-Benoît et Associés. Je suis l'assistante de direction de Monsieur Charles de Saint-Benoît. Mon estomac s'est noué. Voilà que cela arrivait. Le procès, le harcèlement, quelle que soit la vengeance que les Saint-Benoît avaient prévue. Je vous appelle parce qu'il y a eu un incident au cabinet ce matin et cela implique votre fils, Théo. Pourriez-vous venir au centre-ville immédiatement? J'ai mis mes vêtements et j'ai conduit jusqu'au bâtiment de Saint-Benoît et Associés, mon esprit imaginant toutes les possibilités. Théo était-il allé les confronter? Avait-il porté plainte pour quelque chose? Vanessa avait-elle fait quelque chose de radical? Le cabinet d'avocats occupait 3 étages d'une tour de verre au centre-ville. Je n'étais jamais entré à l'intérieur auparavant. Le hall n'était que marbre et art moderne, le genre d'endroit où mes bottes de travail semblaient être une violation. Juliette Martin m'a accueilli à l'ascenseur, une femme professionnelle dans la quarantaine qui me regardait avec quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Monsieur Moreau, merci d'être venu si rapidement. Théo est dans la grande salle de conférence avec les associés. Il y a eu un développement significatif concernant les événements d'hier. Elle m'a conduit à travers un labyrinthe de couloirs bordés d'œuvres d'art coûteuses et de plaques annonçant diverses victoires juridiques. La salle de conférence avait des fenêtres allant du sol au plafond qui surplombaient la ville. Autour d'une table massive siégeaient Charles de Saint-Benoît, Béatrice de Saint-Benoît, 3 autres associés que je ne connaissais pas, et Théo. Vanessa était là aussi, assise le plus loin possible de ses parents, les yeux rougis par les larmes. Jean-Pierre, a dit Charles de Saint-Benoît en se levant quand je suis entré. Sa voix était différente de celle d'hier, plus calme, plus contrôlée. Merci d'être venu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé Théo. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, papa. Théo a désigné une chaise vide. Assieds-toi. Tu dois entendre cela. L'un des autres associés, une femme nommée Hélène Renaud, selon son porte-nom, juste son nom, rien d'insultant, s'est raclé la gorge. Monsieur Moreau, je suis l'associée directrice de ce cabinet. Hier soir, après l'incident du mariage, j'ai reçu un appel téléphonique inquiétant de la part de Théo concernant un comportement discriminatoire des dirigeants du cabinet envers vous. Ce matin, a-t-elle poursuivi, j'ai mené un examen d'urgence de la situation. Ce que j'ai découvert, c'est que l'incident du porte-nom n'était pas un événement isolé. Cela faisait partie d'un schéma de discrimination et d'un comportement hostile qui contrevient non seulement aux politiques éthiques de notre cabinet, mais potentiellement à plusieurs lois sur l'emploi et les droits civils. Le visage de Charles de Saint-Benoît était rouge. Hélène, c'est une affaire de famille.
Il n'est pas nécessaire d'impliquer les affaires du cabinet. C'est devenu une affaire de cabinet, a dit Hélène avec fermeté, lorsque vous avez utilisé les ressources du cabinet pour créer ce porte-nom. Lorsque vous avez utilisé votre position d'associé principal pour faire pression sur l'organisatrice du mariage afin qu'elle le mette en place, et lorsque vous avez fait des déclarations à d'autres associés sur l'aptitude de Théo à être associé à ce cabinet en vous basant sur le niveau d'éducation et la profession de son père. J'ai regardé Théo. Que as-tu fait? J'ai tout documenté, a dit Théo calmement. Chaque conversation où ton nom a été mentionné, chaque commentaire méprisant sur ton travail, chaque fois qu'ils ont suggéré que je devrais avoir honte de mes origines. J'ai enregistré la conversation d'hier sur le parking où Béatrice a explicitement déclaré qu'avoir un père ouvrier limiterait mon accès à leur cercle social. C'est un enregistrement illégal, a protesté Charles. Nous sommes dans un contexte où le droit à la preuve prévaut, a répondu Théo. Je suis dans mon droit. Hélène Renaud a continué. De plus, Théo a porté à mon attention que le cabinet a récemment refusé un contrat important à son entreprise technologique spécifiquement parce que Charles de Saint-Benoît pensait que cela reflèterait une mauvaise image du cabinet d'être associé à quelqu'un ayant les origines douteuses de Théo. Quoi? Vanessa a regardé son père avec choc. Papa, tu as fait perdre ce contrat à Théo? Tu m'as dit que le cabinet avait décidé de choisir une entreprise technologique plus importante. Charles est resté silencieux. Le contrat en question, a dit Hélène, valait environ 2,1 millions d'euros sur 3 ans. L'entreprise de Théo était le soumissionnaire le plus qualifié, mais Charles a utilisé sa position pour diriger le contrat ailleurs. Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est potentiellement une ingérence passible de poursuite dans des relations d'affaires. La pièce est devenue très silencieuse. Hélène a regardé directement Charles et Béatrice. À compter de ce matin, vous êtes tous les deux placés en congé administratif en attendant une enquête complète. Le comité d'éthique du cabinet examinera non seulement l'incident d'hier, mais aussi le schéma plus large de comportement discriminatoire. Selon les conclusions, vous pourriez faire face à une suspension, un licenciement ou, dans le pire des cas, à une procédure de radiation. Béatrice a fini par prendre la parole, la voix tremblante. C'est absurde. Nous avons payé pour ce mariage. Nous avons accueilli Théo dans notre famille. Une petite plaisanterie à la réception, et maintenant nos carrières sont en jeu. Maman, a dit Vanessa doucement. Ce n'était pas une plaisanterie et ce n'était pas petit. Tu as délibérément humilié l'homme qui a élevé mon mari. Tu as utilisé ta position et ton argent pour le faire se sentir sans valeur lors de ce qui aurait dû être une célébration. Le cabinet a une réputation à maintenir, a poursuivi Hélène. Nous représentons des clients de tous les milieux socio-économiques. Nous ne pouvons pas avoir d'associés principaux qui font preuve de préjugés envers les ouvriers, qui croient que l'éducation et la richesse déterminent la valeur d'une personne, ou qui utilisent leur position pour punir ceux qu'ils jugent inférieurs. Je suis resté assis là à assimiler tout cela. Théo était parti en guerre contre ses nouveaux beaux-parents, avait mis leur carrière en péril et avait potentiellement détruit son mariage avant même qu'il ne commence vraiment. Théo, ai-je dit doucement. C'est trop. Tu n'avais pas besoin de faire cela. Si, je le devais, papa. Il m'a regardé avec une certitude absolue. Tu as passé 28 ans à te battre pour moi. Il est temps que je me batte pour toi. Hélène Renaud s'est tournée vers moi. Monsieur Moreau, le cabinet souhaite vous offrir des excuses formelles au nom de ses associés. De plus, nous sommes prêts à discuter d'une compensation pour la détresse émotionnelle causée par l'incident d'hier. Je ne veux pas de compensation, ai-je dit. Je veux juste du respect. Vous l'avez, a dit Hélène fermement. De la part de ce cabinet, de ma part, et de la part de tous ceux dans cette pièce qui comprennent qu'être un bon père n'a rien à voir avec les diplômes ou les titres professionnels. La réunion a continué pendant encore 1 heure, pour régler les détails et les prochaines étapes, mais j'ai cessé d'écouter attentivement. Je regardais Théo et Vanessa de l'autre côté de la table. Ils n'étaient pas assis ensemble, mais ils n'arrêtaient pas de se regarder, et je pouvais voir quelque chose passer entre eux, de la douleur, oui, mais aussi de la compréhension. Finalement, Hélène a levé la séance. Charles et Béatrice sont partis sans dire un mot, leur humiliation étant totale. Les autres associés ont fait des adieux polis. Finalement, il ne restait plus que moi, Théo, Vanessa et Hélène. Théo, a dit Vanessa doucement. Pouvons-nous parler en privé? Théo m'a regardé. J'ai fait un signe de tête. Vas-y, mon fils. Je t'attendrai dans le hall. En fait,
a dit Hélène, Monsieur Moreau, pourrais-je vous parler un moment dans mon bureau? Je l'ai suivi dans un autre couloir jusqu'à un bureau d'angle qui était à la fois impressionnant et accueillant. Hélène me fit signe de m'asseoir. Monsieur Moreau, je voulais vous présenter mes excuses personnellement, pas seulement pour ce qui s'est passé au mariage, mais pour le fait que la culture de notre cabinet ait permis à des associés comme Charles de Saint-Benoît de conserver de telles attitudes pendant si longtemps. Ce n'est pas votre faute, ai-je dit. Si, cela l'est, a-t-elle répondu. Je suis l'associée directrice. Créer un environnement inclusif est de ma responsabilité. Ce qui vous est arrivé hier était inacceptable, et c'est arrivé parce que je n'ai pas prêté assez d'attention aux signes avant-coureurs. Elle a sorti un dossier. J'ai examiné l'entreprise de Théo. Son travail est exceptionnel. Le cabinet aurait dû être reconnaissant de passer un contrat avec lui, et non pas utiliser ses origines comme motif pour lui refuser des opportunités. Théo est brillant, ai-je dit. Il l'a toujours été. Il tient cela du côté de sa mère. Isabelle était intelligente, elle ne pouvait juste pas assumer la responsabilité d'être parent. Hélène a souri. D'après ce que j'ai vu, il tient son éthique de travail et sa détermination du côté de son père. Ses qualités valent plus que n'importe quel diplôme. Nous avons discuté encore quelques minutes de choses et d'autres. Quand je suis enfin retourné dans le hall, j'ai trouvé Théo et Vanessa assis ensemble sur un canapé, se tenant la main et discutant calmement. Ils ont levé les yeux quand je me suis approché. Papa, a dit Théo. Vanessa et moi avons discuté. Nous voulons refaire le mariage, a dit Vanessa. De la bonne manière cette fois. Une petite cérémonie, juste les personnes qui comptent vraiment. Pas de lieu coûteux, pas de liste d'invités prétentieuse, pas de porte-nom sauf ceux qui disent ce qui est vraiment important, la famille. Vous êtes bien sûr de cela, ai-je demandé. Hier, c'était assez définitif. Hier, a dit Théo, il s'agissait de faire une déclaration. Aujourd'hui, il s'agit de faire un choix. Et je choisis Vanessa, mais je te choisis aussi, papa. J'ai fini de prétendre que ces choses sont en conflit. Vanessa a fait un signe de tête. Mes parents avaient tort. Complètement et de manière inexcusable. Mais Théo a raison sur ce qui importe. Je suis tombée amoureuse de lui en sachant d'où il venait, en connaissant son histoire. J'aurais dû en être fier, au lieu de laisser mes parents me faire honte. Vos parents font face à de graves conséquences, ai-je souligné. Ils les méritent, a dit Vanessa fermement. Ce qu'ils ont fait était cruel et discriminatoire. Mais cela ne signifie pas que Théo et moi ne pouvons pas construire quelque chose de différent, quelque chose de mieux. 3 semaines plus tard, nous avons organisé une petite cérémonie dans le jardin de mon frère Denis. 50 invités, pour la plupart des gens de la classe ouvrière qui connaissaient Théo depuis qu'il était bébé. L'organisatrice du mariage était Madame Morel, qui a tout orchestré avec une précision militaire et un amour maternel. Le gâteau venait de la boulangerie Lefebvre, où j'avais acheté des gâteaux d'anniversaire pendant 28 ans. La musique était assurée par un groupe qui jouait habituellement à la salle syndicale locale. Mon porte-nom à la table indiquait simplement « Jean-Pierre Moreau, père du marié ». Théo a prononcé un discours qui a fait pleurer tout le monde. Il a parlé de la différence entre être présent et se montrer, entre la vraie richesse et la vraie valeur. Il m'a remercié de lui avoir appris que le caractère ne se construit pas dans les écoles de luxe ou les emplois prestigieux, mais dans les choix quotidiens de bien agir envers les gens que l'on aime. Vanessa a pris la parole elle aussi. Elle s'est excusée publiquement pour le comportement de sa famille et a annoncé qu'elle quittait Saint-Benoît et Associés pour ouvrir son propre cabinet, se concentrant sur la représentation des travailleurs dans les cas de discrimination à l'emploi. Son premier client serait de plaider pour un meilleur traitement des ouvriers de maintenance dans une certaine usine de fabrication. Charles et Béatrice de Saint-Benoît ne sont pas venus. Ils étaient toujours en congé administratif, faisant face à des examens d'éthique qui mettraient probablement fin à leur carrière au cabinet. Amaury de Saint-Benoît a envoyé un cadeau avec un mot qui disait simplement « J'avais tort ». Félicitations à vous deux. L'enquête qu'Hélène Renaud avait lancée a fini par révéler des années de pratiques discriminatoires chez Saint-Benoît et Associés. 3 associés principaux ont été poussés vers la sortie. Le cabinet a mis en place une formation obligatoire contre les préjugés et a créé une nouvelle initiative de diversité. Ils ont même engagé un consultant pour examiner leurs pratiques contractuelles afin de s'assurer que les décisions soient basées sur le mérite plutôt que sur les relations sociales. Et l'entreprise de Théo? Sans l'ingérence de Charles de Saint-Benoît, le bouche à oreille s'est répandu sur la qualité de son travail.
En moins de 6 mois, il avait décroché 3 contrats majeurs, dont un avec un cabinet d'avocats cherchant à mettre à jour ses systèmes technologiques. Saint-Benoît et associé a même fini par l'engager sous la direction d'Hélène Renaud, le payant équitablement et le traitant avec respect. Je suis retourné à mon travail à l'usine. Même poste du matin, même équipe, même machine. Mais quelque chose avait changé. Les gars avaient entendu parler du mariage, du discours de Théo, et du fait d'avoir tenu tête aux gens riches qui nous méprisaient. C'est devenu un motif de fierté. Nous n'étions pas seulement des ouvriers de maintenance. Nous étions des pères, des fils et des frères qui se présentaient chaque jour, qui construisaient, réparaient et créaient, qui maintenaient les familles ensemble avec des mains calleuses et des cœurs déterminés. Théo et Vanessa ont construit un mariage solide. Ils ont acheté une maison modeste dans un quartier de la classe moyenne à mi-chemin entre leurs bureaux. Ils dînaient avec moi tous les dimanches, et Vanessa a appris à cuisiner les recettes de gratin de pâtes que j'avais perfectionnées pendant 28 ans. Elle m'a appelé papa en moins de 6 mois, et je pouvais dire qu'elle le pensait vraiment. La chose amusante à propos de ce porte-nom, cette insulte d'ouvrier de maintenance peu instruit, faux papa, c'est qu'il a fini par prouver tout ce qu'il essayait de nier. Parce que lorsque Théo s'est éloigné de la richesse, du prestige et du statut social pour se tenir à mes côtés, et a montré au monde ce qu'est une véritable relation père-fils. L'éducation ne fait pas de vous un parent. L'argent ne fait pas de vous un père. Être présent le fait. Se sacrifier le fait. Aimer quelqu'un assez pour faire passer ses besoins avant son propre confort, cela fait de vous une famille. Je possède toujours ce porte-nom. Je le garde dans ma boîte à outils au travail, juste à côté de la carte de fête des pères que Théo m'a fabriquée quand il avait 6 ans, des dessins au crayon, trop de colle et les mots, le meilleur papa du monde entier, écrit avec juste assez de fautes pour être parfait. Les deux objets me rappellent la même vérité, la valeur n'est pas déterminée par les titres, la richesse ou le statut social. La valeur se mesure en moments, en sacrifices consentis et en amour donné, en choisissant d'être présent jour après jour, même quand c'est difficile. Charles de Saint-Benoît avait le prestige, la richesse et tous les signes de la réussite. Mais quand le moment est venu de montrer son vrai caractère, il a échoué. Théo, élevé dans un appartement de 2 chambres par un ouvrier d'usine, savait exactement qui il était et ce qui comptait. Cette différence ne venait pas de l'éducation ou de l'argent. Elle venait des valeurs, de l'intégrité et des leçons quotidiennes apprises dans un foyer où l'amour était le seul luxe que nous pouvions nous offrir. Le mois dernier, Théo m'a appelé pour une nouvelle. Vanessa était enceinte. Je vais être grand-père. Et quand Théo me l'a annoncé, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, papa, j'ai réfléchi au genre de père que je veux être. Et j'ai réalisé que j'ai déjà l'exemple parfait. Tu m'as appris qu'être un papa n'est pas une question de fournir tout ce que ton enfant veut. C'est une question d'être tout ce dont ton enfant a besoin. Ce bébé grandira avec des avantages que je n'aurais jamais pu donner à Théo, des fonds pour l'université, des cours de musique, des vacances en famille. Mais j'espère que Théo enseignera aussi à cet enfant ce que je lui ai appris, que la vraie richesse se mesure au temps passé, à la présence et au choix de continuer à être la même quand le monde vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur. Parce que la vérité est que j'ai toujours été à la hauteur. Pas à cause de mon éducation, de mon travail ou de mon compte bancaire. J'étais à la hauteur parce que j'aimais mon fils avec tout ce que j'avais. Et je lui ai appris par l'exemple que la valeur vient du caractère, pas des titres. La famille de Saint-Benoît a perdu sa position au cabinet, a perdu sa réputation et a perdu son influence, tout cela parce qu'ils ne pouvaient pas voir que la chose la plus précieuse dans cette réception de mariage n'était pas les lustres en cristal, le champagne coûteux ou les robes de créateurs. C'était la relation entre un père et son fils construite sur 28 ans de sacrifice et d'amour. Et finalement, Théo a choisi cette relation plutôt que tout le reste de ce qu'ils offraient. Il m'a choisi. Pas parce que j'étais impressionnant, instruit ou riche, mais parce que j'étais vrai. Parce que notre lien était construit sur la vérité, la présence et le dévouement quotidien. Voilà à quoi ressemble une vraie famille. Pas à des porte-noms, des titres et des statuts sociaux. Une vraie famille ressemble à un ouvrier d'usine élevant son fils dans un appartement de 2 chambres, lui apprenant que le caractère compte plus que la classe sociale, que la présence compte plus que les apparences, et que l'amour est la seule monnaie qui compte vraiment. Alors, à Charles et Béatrice de Saint-Benoît, où qu'ils soient maintenant dans leur carrière diminuée et leurs réputations endommagées, je n'ai que ceci à dire, merci. Merci pour ce porte-nom. Merci d'avoir rendu votre mépris si clair que mon fils a dû choisir entre votre monde et le nôtre. Parce que son choix ce jour-là quittait votre mariage,
votre argent et votre prestige pour se tenir aux côtés de son ouvrier de maintenance peu instruit, faux papa, a prouvé quelque chose que j'avais toujours cru mais parfois douté. Je l'ai bien élevé, et cela vaut plus que tous les diplômes, toute la richesse et tous les statuts sociaux du monde. Je m'appelle Jean-Pierre Moreau. J'ai 52 ans. Je travaille comme superviseur de maintenance à l'usine métallurgique du Rhône et je suis le père le plus fier qui ait jamais existé. Pas parce que mon fils réussit, bien qu'il le fasse. Pas parce qu'il a fait un bon mariage, bien que Vanessa se soit révélée merveilleuse. Je suis fier parce qu'au moment le plus important, Théo savait exactement qui était son vrai père. Et aucun porte-nom, aucune somme d'argent et aucune famille d'arrivistes ne pourrait jamais changer cette vérité. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir aux personnes dans votre vie qui ont été présentes pour vous indépendamment de leur titre ou de leur statut, partagez-la. Laissez un commentaire sur quelqu'un qui vous a aimé non pas avec de la richesse, mais avec sa présence. Et rappelez-vous que les meilleures choses de la vie ne se mesurent pas en diplôme ou en dollars. Elles se mesurent en moments, en sacrifice et dans le choix de continuer à aimer même quand le monde vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur. Parce que vous êtes à la hauteur. Vous l'avez toujours été.